Claire est sociologue, elle est spécialiste de l'urbain, non. Elle travaille à l'école d'architecture de Lyon. Et j'ai rencontré Claire dans un débat sur les Smart Cities. Et comme Claire avait une position assez critique sur les Smart Cities, je l'ai invitée à venir dans le Val-de-Marne parler de la question des villes de demain, en me disant que cette critique était très intéressante pour cette université populaire. Donc Claire nous a proposé donc cette séquence de laquelle nous arrivons à la fin aujourd'hui, mais le sujet le plus intéressant, la ville des communs. Je laisse la parole à Claire pendant 20 minutes et puis on pourra peut-être lui poser quelques questions courtes et ensuite on reviendra à Champigny, les deux pieds en Champigny avec Champigny en transition et Michael Bach. Merci beaucoup, à tout de suite. Ben, merci beaucoup. Merci aussi de m'avoir invité, puisque c'est la dernière séance. Pour le coup, j'exprime mes remerciements pour ma présence ici et pour avoir été invité par l'UPED. Et du coup, on termine cette séquence de 3 interventions, enfin même plusieurs, il y en a eu 4, mais moi j'ai participé principalement à 3 interventions, par une vision de la ville. Moi je vais vous présenter ce soir une vision de la ville contributive, c'est-à-dire la ville où les gens sont force de proposition pour produire des alternatives et produire des choses nouvelles dans l'espace qui est celui de la cité, on va dire au sens large. Et donc, parmi ces différentes contributions, il y a les communs. Est-ce que parmi vous, certains ont entendu parler de la notion de commun? Oui? Bon, très bien, ok. Alors, c'est une notion qui est apparue il y a... Enfin, qui est ancienne, hein, je vais y revenir, mais qui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a à peu près 3-4 ans que ça monte un petit peu dans le débat public. Mais en réalité, ça fait une bonne dizaine d'années que c'est déjà lancé. Il y a eu des intellectuels qui se sont emparés de ça, et puis ensuite des alternatives, des mouvements alternatifs qui se sont revendiqués des communs. Alors, c'est quoi les communs? Eh bien, c'est l'activité de, pour aller vite, hein, c'est l'activité de collectif, je dis bien collectif et pas d'individu, qui vise à gérer ensemble et à faire perdurer des ressources au sens large. Alors ces ressources, elles peuvent être naturelles, par exemple, ça peut être l'eau, ça peut être un jardin, typiquement, ça peut être la terre, ça peut être encore le bois dans une forêt, mais ça peut être aussi des ressources immatérielles, c'est-à-dire liées à la connaissance, par exemple. Et donc les communs, on en a beaucoup entendu parler, justement par le biais de ces ressources immatérielles, parce que c'est revenu au goût du jour grâce au numérique. D'où le lien aussi avec la ville intelligente dont on a parlé et la ville collaborative, où il y avait une forte importance, enfin une importance certaine du numérique pour ceux qui étaient là, si vous vous souvenez. Il y avait une importance de la ville numérique, et donc les communs, ça a rejailli un peu à travers des mouvements du numérique, des collectifs issus du numérique, mais pas que, aussi issus de l'écologie, de l'économie collaborative, voilà, au sens large. Alors, concrètement, c'est quoi quand on parle de ressources matérielles et immatérielles en matière de commun? Ça va être l'habitat participatif, quand il s'agit de gérer une ressource spatiale au niveau de l'habitat. Habitat participatif, donc ça va être un jardin partagé, aller dans une aire urbaine, des gens qui vont s'emparer d'un espace pour faire un jardin partagé. Ça va être aussi tout ce qui est lié à l'énergie partagée. Il y a des communautés aujourd'hui qui se fédèrent pour produire de l'énergie ensemble, et essentiellement des énergies renouvelables. Alors moins dans les villes, davantage à la campagne, mais on en trouve aussi à petite échelle dans l'espace urbain. Ça va être aussi des coopératives économiques. Certaines sont issues de très loin, du 19e siècle. Vous avez sans doute entendu parler des SCOP. Les SCOP, typiquement, c'est des communs.
j'y reviendrai après, la raison pour laquelle c'est un commun. Et puis ça va être aussi, alors le lien avec le numérique, là vous allez comprendre, ça va être tout ce qui est lié sur Internet à des contenus ouverts, à des contenus libres. Donc le logiciel libre, c'est un commun. Par exemple, enfin, ça, c'est un mouvement qui est issu des communs. Wikipédia, vous connaissez tous Wikipédia, on en a parlé la première séance au moment du film, c'est un commun parce que ce sont des contributeurs, typiquement, sur Internet qui produisent du contenu et qui gèrent ensemble le contenu. Donc la ressource, elle est immatérielle, mais on voit bien qu'il y a une gestion commune et une manière de faire perdurer le contenu aussi, de manière à ce que tout le monde y est accès. C'est des contenus aussi pédagogiques ouverts. En matière scientifique, ça va être tout ce qui est lié à l'open science, c'est-à-dire tout ce qui est libre accès à la donnée, notamment. Ça va être aussi toutes les publications ouvertes, l'open access. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Les publications scientifiques, elles sont assez verrouillées, donc tout le mouvement de l'open access, elles permettent de donner libre accès à ces publications. Et donc les communs, ça a rejailli grâce au numérique il y a une quinzaine d'années, parce que lorsque Internet a rejailli, eh bien ça a permis de donner accès à tous à une masse d'informations très très importante. Et cette masse d'informations, elle a été, du moins pour ceux qui en étaient pour les artisans des communs, elle a été considérée comme étant non accessible, parce que à partir du moment où la connaissance était ouverte à tous via Internet, via l'informatique, via le numérique au sens large, on ne comprenait pas pour ces artisans des communs qu'elle puisse être appropriée de manière exclusive. Du coup, ces mouvements sont nés pour faire face notamment à des appropriations exclusives d'éditeurs de logiciels comme Microsoft, par exemple, par rapport à des tas de tentatives sur Internet de s'approprier la connaissance de manière à ce qu'on puisse en exploiter l'usufruit. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé un mouvement d'enclosure des communs. Mais il faut savoir que les communs, ils ne datent pas du numérique. Ça, c'est ce qu'on a appelé le deuxième mouvement d'enclosure. L'enclosure, c'est tout ce qui est fermé et tout ce qui ne permet pas le libre accès. Mais il y a eu un premier mouvement d'enclosure dans l'histoire des communs, et les penseurs des communs le relatent bien. Le premier mouvement d'enclosure, il date de très loin, il date du Moyen-Âge. Et c'est la raison pour laquelle les communs remontent à très loin, parce que au Moyen-Âge, c'était des formes d'organisation sociale qui existaient il y en a certains résidus aujourd'hui sous différentes formes. Par exemple, les affouages. Vous connaissez peut-être les affouages. Ce sont des zones forestières qui sont gérées par des individus, d'un collectif, et qui permettent de réguler la consommation et la coupe du bois de manière à ce que ces parcelles se régénèrent aussi. Mais le fait de pouvoir réguler la consommation et la coupe du bois à l'échelle d'une communauté, ça permet de réutiliser, de garantir le fait qu'elle perdure dans le temps. Parce qu'il y a une autorégulation en quelque sorte de la communauté. Donc ça existait au Moyen-Âge. Vous avez sans doute entendu parler aussi des communaux. Les communaux, eh ben, à la base, il en reste encore beaucoup, notamment dans les territoires montagneux. À la base, les communaux, ce sont des espaces qui n'appartenaient pas à une personne en particulier, mais qui a été régulés par le droit d'usage. C'est-à-dire on fixait des règles de gestion, on fixait des règles qui permettaient de réguler l'usage de ces terrains pour, par exemple, que les vaches puissent paître dans un champ à l'échelle d'une collectivité. Donc ça, historiquement, les communaux, c'est ça. C'est le fait de pouvoir avoir l'usufruit collectivement d'un terrain. Ce terrain n'appartient pas forcément à une personne en particulier,
mais on en a un usage, et il en existe encore aujourd'hui. Il y a des communaux, des terrains communaux qui existent encore aujourd'hui. Et donc, ces formes d'organisation, de gestion collective des ressources naturelles, elles existaient au Moyen-Âge et avant. Et elles ont été peu à peu dépossédées par une appropriation exclusive des terres, et qui est arrivée à la fin du Haut Moyen-Âge, au début de la Renaissance, grosso modo. Et c'est ce qu'on a appelé le premier mouvement d'enclosure. Et c'est la naissance du capitalisme, en gros, qui remonte donc à très loin, mais qui s'est attaché d'abord aux terres de campagne à l'échelle de l'Europe, et qui ensuite s'est développé sous d'autres formes industrielles notamment. Mais le premier mouvement d'enclosure, ça a stoppé en fait des formes d'organisation sociale qui étaient régulées par le droit d'usage. Mais le droit d'usage, il n'était pas écrit dans le marbre, il était principalement oral. Donc du coup, c'était aussi très compliqué de le maintenir, parce que ça perdure par des traditions orales. Autre exemple, le four à pain, par exemple. Le four à pain, c'est assez traditionnel, le four à pain. À l'échelle d'un village, on pouvait très bien le mutualiser avec différents acteurs. Il pouvait appartenir à la fois au boulanger, il pouvait appartenir à la commune, il pouvait n'appartenir à personne. Mais ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'était les règles d'usage qui faisaient qu'on allait fixer des droits d'accès et des critères d'utilisation de ce four à pain pour l'ensemble de la communauté. Donc ce droit d'usage était basé sur la coutume, et il consacrait quelque chose de l'ordre de l'oralité. Donc les communs, vous voyez, ça vient de loin. C'est des formes d'organisation sociale qui sont entre Aujourd'hui, on a coutume de dissocier l'espace privé et l'espace public. Eh bien, les communs, c'est quelque chose qui se trouve entre les deux, quoi, entre l'espace public et l'espace privé. Et ça joue aujourd'hui un rôle de tiers collectif qui part d'initiatives qui viennent du bas, et pas d'initiatives qui viennent du haut. Donc c'est bottom-up, c'est des initiatives, c'est contributif, puisque ça part des actions des citoyens et de la société civile, mais il peut y avoir aussi dans le monde économique, les scopes, c'est aussi quelque part des communs. Et donc c'est quelque chose qui se situe entre l'individu et l'État. On va trouver aussi par exemple des tiers-lieux qui sont autogérés dans les communs. Voilà, donc alors ça repose donc sur une critique du capitalisme, avec la question historique des enclosures, donc de l'appropriation exclusive des ressources. Et ça repose aussi sur une critique du système public, et notamment de sa dimension représentative et un peu procédurale, un peu bureaucratique au sens large. Et donc les communs, ça développe plutôt dans son idéal quelque chose de participatif, une démocratie participative. Et pourquoi ? Parce que c'est la communauté qui est censée définir les règles de fonctionnement de ses propres ressources. Donc du coup, c'est pour ça que c'est participatif. Et ces règles de fonctionnement, ça passe par des prises de décision collectives, avec éventuellement des outils qui le permettent. Ça passe aussi par la gestion des conflits dans les communautés. Ça passe par la définition des droits d'accès avec des quotas. Par exemple, il y a des pêcheries, il y en a moins aujourd'hui, mais avant il y avait beaucoup de pêcheries communautaires sur les rivages des mers qui étaient gérées en commun, et les pêcheurs, ils définissaient des quotas de pêche journaliers pour... aujourd'hui, ça s'est régulé à l'échelle des États, mais ça s'est fait à l'échelle des pêcheries communautaires par le passé. Encore, il en reste aussi quelques-unes. Et donc, on définissait un certain nombre de poissons à pêcher, donc des quotas, pour pouvoir maintenir la zone de pêche et alimenter la communauté. Donc ça, c'est des choses qui existaient.
Donc voilà, ça privilégie les communs, des formes d'autogestion, d'autogouvernement et de démocratie participative principalement. Et il y a une auteure qui fait référence dans ce champ-là, maintenant il y en a beaucoup d'autres, mais il y a une auteure qui définit 8 règles de gouvernance des communs, qui s'appelle Elinor Ostrom. Elle est décédée il y a 3 ou 4 ans, ou 5 ans, je ne sais plus. Enfin, elle est décédée assez récemment. Elle a été prix Nobel d'économie juste avant, 1 an ou 2 avant son décès. Et donc, elle a, dans son livre Governing the Commons, la gouvernance des communs, elle définit des règles, des 8 principes de gestion des communs. Et parmi ces principes, il y a ceux que je vous ai expliqués tout à l'heure. Je suis à combien de temps là, Lia? Presque pas, mais je te laisse continuer. D'accord. C'est intéressant. Tu fais 10 minutes? Encore 10 minutes? Oui, 5 minutes en plus. Ok. Alors, les communs, une fois que je vous ai expliqué tout le contexte, ça se caractérise par, je vais vous faire passer le schéma, par 3 piliers fondamentaux, on va dire. La présence d'une communauté. Donc ça peut être des communautés d'usagers d'une zone de pêche, ça peut être des associations, des entreprises lorsqu'il s'agit d'une SCOP. Les SCOP, vous savez que c'est une gouvernance en commun, qui a une prise de participation collective, prise de part collective et donc un partage de la valeur dans la gestion de ces communautés d'entreprises. Ça peut être des collectivités diverses et variées, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Donc il faut qu'il y ait une communauté, il faut qu'il y ait une ressource, on en a parlé tout à l'heure, évidemment. Et puis il faut qu'il y ait une gouvernance. Donc cette gouvernance, elle principe sur des règles partagées, collaboratives, comme on l'évoquait tout à l'heure. Si il y a seulement communauté et ressources, il n'y a pas forcément commun. Par contre, s'il y a des règles de gouvernance qui sont fixées à l'échelle de la communauté, donc des formes d'autogestion qui permettent de réguler la ressource, là, il y a commun. Il faut passer, si vous voulez. Et alors, cette grande dame, là, qui s'appelle Elinor Ostrom, elle a écrit son bouquin dans les années 70, notamment en réaction à un auteur qui était écologue, dont vous avez entendu peut-être parler, qui a développé, lui, la tragédie des biens communs. Et Elinor Ostrom, elle a dit, non, il n'y a pas de tragédie. Alors, qu'est-ce qu'il disait, ce monsieur qui s'appelle Garrett Hardin, dans les années 70? Les biens communs, de toute façon, parce qu'à l'époque, on parlait plutôt de biens communs que de communs, je vous expliquerai peut-être après pourquoi. Ce monsieur disait que, de toute façon, tout était plié, les biens communs, il n'y en aura plus, que les ressources, elles étaient en quantité limitée, que de toute façon, on n'empêchera pas l'homme d'être un loup pour l'homme et que ces ressources-là, elles seront forcément limitées parce que l'homme voudra se les approprier de manière exclusive. Et il prenait l'exemple, pour cela, d'un champ qui était verdoyant, avec beaucoup d'herbes, sur le sol, et il disait, pour illustrer son propos, que comme l'herbe était très très verte et vraiment très très bonne, eh bien il était bon en tant qu'agriculteur d'aller faire paître son bétail sur le champ. Donc le premier agriculteur est arrivé, il est allé faire paître ses vaches sur le champ. Comme l'herbe était tellement bonne, eh bien les autres ont continué, les autres agriculteurs ont continué à mettre leurs vaches sur le champ, ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'est devenu un terrain plein de gadou. Enfin, il n'y avait plus d'herbe. Donc la ressource a été tarie. Et le propos de ce monsieur, c'était de dire que les biens communs, de toute façon, c'est voué à l'épuisement. Et donc, par essence, il n'y a pas de commun possible, il n'y a pas de bien commun possible, puisque l'avidité de l'homme fait que c'est voué à l'épuisement.
Et puis donc Elinor Ostrom est arrivée et a dit bah non, là on peut peut-être faire autrement, et c'est parce qu'on va fixer des règles de gestion collective de ce champ-là que on va pouvoir réguler l'accès et les droits de la ressource. Voilà. Alors donc, à l'époque, on parlait plus de biens communs plutôt que de communs, mais c'est grosso modo la même chose. Sauf que les biens communs, alors c'est plutôt des références intellectuelles, mais les biens communs, c'est aujourd'hui un peu critiqué. C'est pour ça qu'on parle plus volontiers de communs, parce que à la base, ça part du principe qu'il y aurait des biens qui seraient forcément protégeables et que les choses, elles seraient fixées avant même de les avoir protégées, enfin que les ressources, elles seraient déjà identifiées comme étant des biens à protéger avant même que les communautés aient eu l'occasion d'agir dessus pour les protéger. Pour le dire autrement, la question des biens, ça vient de l'économie, parce que les communs, ça a été pensé beaucoup par les économistes à la base, et les juristes aussi. Et donc, les économistes et les juristes, ils ont pensé la question des communs, surtout au regard d'un système de référence qui était celui de la propriété. Et donc, du coup, ils ont parlé, comme dans l'économie classique, de biens rivaux, biens non rivaux. Je ne rentre pas dans les détails, mais grosso modo, les biens communs, c'était des biens qui étaient non exclusifs, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas contrôler la diffusion des ressources de manière privative, et c'était des biens qui étaient rivaux, notamment pour les biens les ressources naturelles. Se référer à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure à propos du champ et des vaches. C'est-à-dire que en matière de ressources naturelles, c'est moins vrai pour la connaissance, c'est l'inverse. La connaissance, plus on l'utilise, plus elle se reproduit. Vous utilisez un article sur Wikipédia, ben derrière vous allez communiquer sur ce que vous avez lu, etc. etc. Et donc du coup, c'est aussi pour ça que les acteurs du numérique, ils se sont bougés beaucoup sur la question des communs. C'est parce que comme la connaissance est exponentielle, il n'y avait aucune raison de la privatiser. Et donc, à l'inverse des ressources naturelles, disent les économistes, là, pour le coup, les ressources sont épuisables. Donc, du coup, quand on consomme une pomme, par exemple, il n'y a plus de pomme, elle est détruite. Voilà, du coup, la question des biens communs, au départ, c'était plutôt une notion qui était pensée en termes de propriété et qui chosifiait un peu la question de la ressource. Ça partait du principe que la ressource était forcément à protéger d'emblée, quoi. Et puis ceux qui ont défendu la posture des communs, ben, ils ont dit qu'une ressource n'est pas commune par essence, elle préexiste pas, quoi, mais que ce sont des communautés justement qui font qu'un commun existe ou pas, et que c'est l'action des individus et des collectifs sur la ressource qui va faire que ça devient ou pas un commun.